Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, c'est vendredi. On accueille dans un premier temps le docteur Glodel Mézilas. On va encore une fois se concentrer sur ce qui se passe à la frontière américano-mexicaine au niveau du Texas, où des milliers de ressortissants haïtiens et d'autres pays se trouvent coincés sous un pont. Ce sont des gens qui, justement, voulaient atteindre les États-Unis d'Amérique. Les images qui sont projetées, les images sur la situation choquent et font réfléchir également. Nous allons aujourd'hui projeter un regard sur le droit international qui, je dirais, réglemente la question migratoire. Faut-il de nouvelles lois aujourd'hui, de nouvelles conventions? Le docteur sera avec nous dans un instant. Enfin, le docteur aura donc à répondre à cette question dans un instant. Et puis, dans un second temps, nous aurons donc à accueillir Anedi Azael Dora, qui sera donc accompagnée des candidates, des postulantes pour Miss World. Ce sera dans un second temps. Mais accueillons sans tarder notre premier invité, Dr Glodel Mézilas. Merci de répondre à l'invitation. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour, M. Wendel. Et je remercie Radio Télémétropole de m'avoir invité et à commenter la question migratoire au regard du droit international. L'histoire de la migration. Oui, c'est très important, et non seulement l'histoire, mais d'abord la définition comme scientifique. Nous commençons par définir les mots. La migration, c'est le déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit à l'intérieur d'un pays, soit à l'extérieur, soit entre deux pays. Donc la migration peut être interne, quand il s'agit de déplacer, par exemple, le droit de terre qui a eu lieu au CAI, on a vu des déplacés. Elle peut être internationale quand les ressortissants laissent leur territoire ou se rendent en terre étrangère. Donc là, on parle de migration internationale. Mais l'histoire de la migration est très importante parce que l'humanité, on sait qu'elle vient de l'Afrique d'après les études scientifiques. Donc l'humanité vient de l'Afrique. C'est par la migration des Africains en Europe, en Asie, en Amérique qu'il y a eu cette diversification et qu'on parle de diverses races humaines. Donc la migration, elle est aussi vieille. Oui, vieille. Elle répond à une condition anthropologique, à une condition humaine. D'ailleurs, et c'est ce qui a permis cette diversification. On a vu que dans les études scientifiques, que d'abord les hommes, les Africains ont laissé l'Afrique, ils se sont adaptés dans d'autres contextes et sous des conditions climatologiques, écologiques et alimentaires, il y a eu des changements de pigmentation. Donc les races humaines sont le produit des conditions d'adaptation écologique et climatologique de l'homme. Et on peut dire aussi donc, que des études ont montré que Hérodote a dit qu'au XIIIe siècle, les Égyptiens ont créé une institution religieuse pour accueillir les étrangers. Il a même rappelé aussi qu'au VIe siècle, le roi Amasis de l'Égypte a établi un magistrat en Grèce pour pouvoir desservir les Égyptiens qui s'y trouvaient. Et on a vu qu'au cours du Moyen-Âge, il y a eu le développement de l'ambassade, de l'institution diplomatique et consulaire. Donc, d'ailleurs, la première forme de protection que reçoivent les étrangers, c'est d'ordre diplomatique et consulaire. Et c'est dans ce sens-là que les étrangers ont reçu une certaine considération, protection. Mais il faut dire que l'étranger commençait à être objet du droit international, c'est au XIXe siècle avec la création du droit humanitaire. C'est quand il y a eu des guerres de Solferino, on a jugé bon qu'il fallait créer des conventions au niveau international pour la protection des gens. Mais la migration, fondamentalement, va connaître une considération juridique internationale, c'est après la Seconde Guerre mondiale, quand les Nations Unies vont prendre un ensemble de décisions, de mesures pour qu'elles soient l'objet d'un ensemble de considérations. Mais d'une manière méthodologique, scientifique et juridique, pour mieux comprendre la migration, il faut mettre en relation deux éléments. C'est la souveraineté de l'État
et la protection internationale des droits de l'homme. Donc je crois que c'est l'élément fondamental et sur lequel il faudra réfléchir pour comprendre la dynamique de la migration. Et quand je dis souveraineté d'État, c'est dire que la souveraineté d'État est l'un des principes du droit international. Et elle est énoncée au niveau de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, article 2, paragraphe 1er, qui dit que l'organisation repose sur la l'égalité souveraine des États. Les États sont souverains, ils ont la capacité, l'indépendance de penser leur organisation nationale, mais ils ne sont pas totalement libres. L'organisation de leur territoire. De leur territoire. C'est la dimension territoriale de la souveraineté. Il faut dire que de 1648, date de la création des États en Europe, à 1945, la souveraineté d'État était comme absolue. Les États pouvaient faire ce qu'ils pouvaient dans leur territoire. Donc, ils n'avaient presque aucune considération des étrangers. Donc, c'est à partir du droit humanitaire, et notamment avec la création de l'ONU, qu'on va parler de droits de l'homme. Les droits de l'homme seront précisément un ensemble de normes, de mécanismes qui vont limiter l'action de l'État. Donc, l'État, même quand il est indépendant, il est libre d'agir sur ce territoire, mais il est limité par le droit international, parce qu'avec le droit international contemporain, depuis 1945, l'individu est un sujet du droit international. C'est pas seulement l'État. Il faut dire rapidement que l'individu a deux faces au niveau du droit international. Il a une face négative qui renvoie au droit pénal international, les tribunaux pénaux internationaux de Nuremberg, les tribunaux pour Rwanda, pour la ex-Yougoslavie. L'individu a une face positive, c'est la protection des droits de l'homme. Donc les droits de l'homme constituent une innovation juridique au niveau international. Ils protègent les individus. Et à l'intérieur des droits de l'homme, on va trouver un ensemble d'accords concernant le droit des réfugiés, le droit des travailleurs migrants, etc. Donc c'est la logique entre la souveraineté. Une belle page d'histoire là, et sur le dossier de la migration. Mais voyons maintenant le côté dynamique de la migration. Le côté dynamique de la migration, j'entends par là, à un moment donné, on pouvait facilement se déplacer à pied pour aller d'un pays à un autre. Après, on a eu ce phénomène de boat people. Et quand on parle de boat people, moi je ne vois pas seulement les Haïtiens qui décident d'atteindre les côtes de la Floride sur des embarcations de fortune. Il n'est pas que ça. Il y a eu également de grandes traversées. Par exemple, les Juifs, les Syriens qui sont arrivés en Haïti. Ce n'était pas dans des embarcations de fortune. Aujourd'hui, on parle de flight people. Mais en ce qui concerne les ressortissants haïtiens qui ont traversé plusieurs pays pour atteindre le Mexique, entre autres, en voulant arriver aux États-Unis, et cet aspect dynamique du phénomène est vu comment? D'abord, du point de vue du droit migratoire international, il y a trois éléments. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'état d'origine des ressortissants, qui est Haïti. Il y a l'état en transit, c'est-à-dire où les États en transit, l'état dans lequel passent les migrants. Il y a ensuite l'état de destination, que sont les États-Unis. Alors, pour un meilleur éclairage, l'état d'origine, on dirait que c'est Haïti. C'est Haïti. OK. Quelqu'un qui passe 2 ou 3 ans au Pérou, ou en Équateur, au Panama, au Chili ou au Brésil. État en transit. C'est toujours en transit. Ou en transit. On parle de État. Le territoire dans lequel il se trouve est considéré comme un territoire en transit ou État en transit. Ils sont en transit. Et l'état d'arrivée, c'est l'état de destination. Ils veulent arriver. Dans ce cas-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas considérer même le Mexique aussi comme un état de destination? Bon, s'ils y restent, oui, s'ils y restent, c'est un état de destination. Mais on sait très bien qu'ils sont des acteurs rationnels. Donc, ils savent ce qu'ils cherchent. Oui. Donc, ils veulent arriver aux États-Unis. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a l'exemple de Tijuana aussi. En fait, ce sont des gens qui arrivaient du Brésil, du Chili, et qui n'ont pas réussi à atteindre les États-Unis, pour toutes les raisons que vous savez. Et là, ils se sont organisés, et le gouvernement mexicain a décidé de les garder sans problème, grâce à l'aide de l'ambassade du Mexique d'alors, Guy Lamotte, je crois. Et les Haïtiens sont plusieurs centaines, pour ne pas dire des milliers, à s'installer là-bas à Tijuana. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut considérer le Mexique comme un état de destination aussi? Ou bien sûr, ou bien un état de destination forcé? Oui, ça peut l'être s'ils n'arrivent pas
à leur destination finale, ils décident de rester au Mexique, on peut considérer que c'est de destination forcée. Mais c'est fondamental. Généralement, ils ont leur objectif. Ils ont leur stratégie, ils mobilisent leurs ressources économiques, financières, humaines pour pouvoir et concrétiser leurs perspectives. Mais un élément fondamental, c'est que ces gens-là, ils sont couverts par les droits de l'homme. Il faut dire précisément que quand quelqu'un arrive dans ce pays, il est à la fois couvert par le droit de l'État d'accueil, l'État où il se trouve, et les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont universels, ils concernent tout le monde, n'importe quel individu peut évoquer les droits de l'homme pour sa défense. Et le droit migratoire entre dans cette logique-là. Et c'est pourquoi il y a un ensemble, même si l'État est souverain, est indépendant, il y a un ensemble de principes qu'il doit respecter. Oui, mais comment faire valoir les prérogatives évoquées par la loi par rapport à un État souverain? Bien sûr, c'est ça. Donc, comme l'État en général, quand il signe des accords, il est appelé à les respecter. Il y a ce qu'on appelle le principe de bonne foi. C'est un principe fondamental du droit international qui est formulé dans l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Il y a le principe qui s'appelle Pacta sunt servanda, c'est-à-dire que vous devez respecter ce que vous avez signé. Ce sont des principes du droit international. Il faut dire qu'au regard du droit de la migration, eh bien, il y a en général deux grandes sources. Ce sont les sources universelles, comme par exemple la Déclaration des droits de l'homme, les pactes de 1966 concernant les droits civils et politiques, et les droits culturels. Il y a la Convention sur le statut des réfugiés de 1951 et qui est fondamentale. Il y a le protocole de 1967. Il y a un ensemble de conventions universelles dont doivent provenir la politique des États. Et ensuite, il y a aussi des chartes, par exemple, des conventions régionales, comme la Convention interaméricaine sur les droits de l'homme. Il y a un principe fondamental que je vais mentionner, c'est le principe de l'expulsion massive d'étrangers est interdite. C'est-à-dire qu'un État n'a pas le droit de faire l'expulsion massive d'étrangers. L'article 22, paragraphe 9 de la Charte de l'OEA l'interdit. C'est-à-dire que donc, on ne peut pas repousser massivement des étrangers de territoire de l'État. Donc il faut qu'ils entendent les citoyens, les réfugiés, les ressortissants. Donc il y a le principe aussi du non-refoulement. Donc si la personne dit qu'elle est en danger, on ne peut pas la contraindre de rentrer chez elle. C'est pourquoi quand la personne arrive sur le territoire de l'État, il faut l'entendre, il faut qu'un juge l'entende. Et ensuite, il y a un autre principe. Oui, mais est-ce qu'un juge va pouvoir entendre des milliers de gens? Il faut respecter, c'est le principe, il faut entendre cas par cas. Donc, le droit international de la migration interdit l'expulsion massive. L'État il faut qu'un juge entende chaque individu au cas par cas. Il est vrai que la loi est une pour tous. Oui, c'est un principe fondamental. Oui, mais écoutez, il y a des cas particuliers. Par exemple, la République dominicaine n'est jamais, ou encore n'a toujours pas respecté ses prescrits. Bon, écoutez, nous faisons actuellement l'expérience des États-Unis qui font des expulsions massives en violation systématique. Oui, c'est pourquoi moi-même, comme scientifique, je viens dire les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, par exemple, il y a un autre principe fondamental du droit international, c'est que quand le ressortissant se trouve sur le territoire de l'État, avant de l'entendre, avant de le juger, de le condamner, il faut faire appel au service consulaire. La personne doit d'abord recevoir l'assistance consulaire. C'est le principe du droit international. Sinon, il ne sera pas soumis à un procès équitable. Ce sont les principes. Donc, si la personne, par exemple, la Convention sur le statut des réfugiés de 1951 souligne que on ne peut pas expulser quelqu'un s'il dit qu'il est menacé. Donc le concept de réfugié a deux éléments. Il y a un élément subjectif qui est la crainte d'être persécuté. Le deuxième élément, c'est le fait qu'il est éloigné de son pays et que la personne ne peut pas demander à son pays de la protéger. Donc ce sont les normes internationales existent. La question est liée à l'application. Oui, mais est-ce que ces normes existent pour tout le monde? C'est ce que j'essayais de vous expliquer. Les normes n'avaient pas prévu de chasse à l'homme
Oui, c'est là. C'est-à-dire que quand il y a violation, il y a violation. Quand il y a violation, maintenant, qui doit protester? Le gouvernement d'origine, le pays d'origine, via ses représentants, ou les migrants eux-mêmes qui, à ce moment-là, peut-être ne sont pas en train de nous écouter, et encore moins de nous regarder? Oui, c'est une très belle question. Du point de vue de la méthodologie et du droit international, notamment du droit diplomatique, il y a 3 éléments fondamentaux que tout État, il y a 3 références. La première chose, c'est l'assistance consulaire. La deuxième chose, c'est la protection consulaire. La troisième chose, c'est la protection diplomatique. L'assistance consulaire, c'est quand les individus sont dans le pays, eh bien, ils ont besoin de l'aide du consulat, par exemple, pour faire des papiers, et pour se marier, etc. La protection consulaire, c'est quand le service consulaire porte plainte auprès des autorités locales contre la violation des droits d'un citoyen. C'est ça la protection consulaire. La protection diplomatique, c'est quand, par exemple, c'est l'ambassade ou le ministère des Affaires étrangères qui porte plainte. Donc c'est à un niveau plus élevé. À un niveau plus élevé. C'est pourquoi je vous donne la méthodologie comme scientifique, parce que comme scientifique, nous ne pas faire tripotaille. Nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles sont, oui. pour dire les avoirs clairs. Et en ce qui nous concerne actuellement, c'est 3 niveaux pour nous tenir compte. Oui, bon, c'est ce que dit la méthodologie. Pour les migrants. Oui, c'est ce que dit la méthodologie. Et il faut dire aussi, et c'est là l'important, et qu'il est important d'entendre les gens. Parce que si les gens qui arrivent aux États-Unis disent qu'ils sont persécutés, donc s'ils sont persécutés, on ne peut pas les refouler chez eux. Donc il faut qu'ils trouvent nécessairement le droit d'asile. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît le droit d'asile. Il y a la Déclaration des Nations unies sur l'asile territorial, je crois que de 1967, reconnaît le droit d'asile. Donc d'ailleurs le continent américain est le continent où il y a plus de conventions sur le droit d'asile. Donc généralement, si la personne dit qu'elle est persécutée, donc on ne peut pas la refouler chez elle. Donc elle a le droit. Et c'est là, je vous dis qu'il y a un équilibre. Il y a deux côtés. La souveraineté de l'État. L'État est libre d'agir, mais il est limité par le droit international des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme considèrent l'homme comme dignité, comme valeur. On ne peut pas le traiter n'importe comment. Jérôme, est-ce que ici, professeur, est-ce qu'ici, ces prescrits-là n'étaient pas valables uniquement au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ou bien quand il y a guerre, ou si la personne vient d'un pays de dictature, par exemple? Oui, les prescriptions sont valables pour tout le monde. Le problème qu'il y a pour le droit international, c'est qu'il est en déphasage avec la politique. Il y a un rapport. Le droit international est un droit mou, un soft law, parce qu'il n'existe pas au-dessus des États une puissance. Faisons rapidement une comparaison pour voir le problème fondamental du droit international. Au niveau du droit national, il y a la police, il y a la justice qui sont là pour faire appliquer les décisions. Mais au niveau du droit international, il n'y a pas d'institution au-dessus des États. Quand un État viole le droit international, eh bien, il n'y a pas une instance pour le punir. C'est là toute la difficulté. Et quand il est question d'une grande puissance, c'est encore pire. Donc c'est-à-dire que le droit international est très problématique dans son essence, parce que son application, le droit international est créé par les États et son application dépend des États. Or, tout dépend du rapport de puissance. C'est là le grand problème. Même quand nous parlons de la personne humaine comme dignité, comme valeur, d'ailleurs, c'est quoi je vous dis, par exemple, le droit humanitaire international. Le droit humanitaire international, c'est un droit qui est appliqué quand la guerre est déclarée. Il y a un ensemble de principes. Il y a le principe d'humanité, le principe de nécessité militaire, le principe de proportionnalité. Ce sont des principes qui sont énoncés pour la défense. Pour lutter contre, pour la défense des droits de l'homme. Mais tout cela dépend des rapports de force. Donc, au niveau de la migration, du droit migratoire international, eh bien, il y a cette logique de puissance qui traverse donc c'est cette dynamique-là. Un Haïtien, par exemple, qui est arrivé à la frontière américano-mexicaine, par exemple, qu'est-ce qu'il va dire pour faire valoir, ou encore pour faire savoir, qu'il vient d'Haïti et qu'il est en danger, ou qu'il était en danger?
Bon, et qu'il ne veut pas retourner. Oui, bon, généralement, eux, ils ont leur histoire, ils se font aider d'un avocat. Ils se font aider de l'avocat ou de quelqu'un d'autre ou du consul. Donc, c'est à lui de dire pourquoi, les raisons pour lesquelles il a laissé Haïti. Et donc, on va l'entendre. Est-ce qu'il peut dire qu'il y a des problèmes politiques, qu'il y a des troubles politiques? Oui, il est libre. Généralement, ils sont libres de oui, mais si la personne qui écoute le migrant répond, attention, non, il n'y a pas de trouble politique en Haïti. Bon, là, vous n'êtes pas éligible. Oui, pour ça, c'est là, c'est-à-dire que tout au moins, il faut l'écouter, il faut l'entendre. Okay. Tout au moins, il faut l'écouter, mais on ne peut pas le refouler sans l'écouter. Le principe de non-refoulement, c'est un principe fondamental. On peut même parler de jus cogens, d'une norme impérative du droit international. Donc, il faut l'entendre, mais on ne peut pas refouler tout le monde en même temps. Est-ce qu'on peut avancer, est-ce qu'on peut dire qu'il y a tellement de kidnapping dans mon pays que je ne peux pas y rester? C'est pourquoi j'ai choisi de venir. Est-ce qu'on peut dire ça aussi? Bien sûr, parce que d'après la Convention sur le statut des réfugiés, et puis de 1951, et le protocole de 1967 qui vient élargir, amplifier ce statut, il dit que si on dit... Parce que la condition, c'est pourquoi je vais répondre, la condition de réfugié répond à deux éléments. C'est-à-dire que la crainte d'être persécuté, la crainte de voir sa vie en danger. La personne dit que sa vie est en danger, donc elle a des arguments qu'elle énumère devant le juge, donc je pense que le juge va décider, pourra décider, mais l'important, il faut l'écouter. C'est après avoir écouté chacun qu'on peut décider, mais on ne peut pas refouler tout le monde sans les écouter. Et c'est pourquoi le droit de la migration oblige les États à ne pas faire l'expulsion massive d'étrangers. Alors nous savons qu'il y a une différence entre le migrant et le réfugié, mais une fois arrivé, qu'il soit migrant, qui par définition choisit volontairement de se déplacer, alors que le réfugié arrive, mais pas volontairement. Oui, bien sûr, parce que le migrant, c'est le thème général. Donc, et le réfugié, c'est une spécificité du migrant, en ce sens qu'il dit... Oui, parce qu'il y a le mouvement migration dans les deux. Oui, parce que qu'est-ce qu'un réfugié, d'après la Convention sur le statut des réfugiés, on définit le réfugié comme quelqu'un qui est menacé, qui dit qu'il est menacé, soit pour sa race, pour sa culture, pour sa religion, pour son appartenance ethnique et pour des raisons politiques. C'est ce qui définit d'abord un réfugié. Mais le migrant ou le réfugié, une fois arrivé à destination, quelle doit être, une fois que le migrant ou le réfugié est bloqué, se trouve bloqué, il ne peut pas traverser, il ne peut pas atteindre la destination, pour qui d'abord il doit demander? Ce n'est pas pour son consulat ou bien... Bon, il y a deux choses fondamentalement. C'est que si le migrant va demander l'asile, il ne peut pas demander à voir son consulat. Parce que automatiquement, quand on demande l'asile dans un pays, on est en face de son gouvernement. Donc on ne peut pas. C'est pourquoi l'autorité du pays ne peut pas appeler et le consulat. Oui, mais pour la protection, c'est le pays où il se trouve qui va le protéger. Parce que si vous demandez de l'asile aux États-Unis, donc c'est parce que votre pays ne peut pas vous protéger. Donc les États-Unis ne peuvent pas appeler Haïti pour vous protéger. Donc, ils doivent assurer votre sécurité. C'est pourquoi la notion, même quand les gens demandent de l'asile, il est difficile de les refouler. Parce que quand vous demandez de l'asile, c'est parce que... Vous êtes en face de votre pays. Votre pays, on ne peut pas appeler. D'ailleurs, le pays d'accueil ne peut pas appeler le consulat. Si par exemple, on va vous demander l'asile, on ne va pas appeler le consulat. D'ailleurs, vous êtes en face du consulat, vous êtes en face du gouvernement. On va traiter votre cas. Si on voit que vous n'êtes pas éligible, on va vous refouler. Donc, une fois arrivé, la première démarche, c'est quoi? Bon, une fois arrivé, tout dépend de l'intention de l'individu. Donc, si par exemple, la personne se rend aux États-Unis... Alors, parlons de ce cas
qui nous concerne actuellement. Oui. Que doit-il faire, le migrant, une fois arrivé au Mexique ou encore à la frontière? Eh bien, ça dépend de... S'il veut arriver aux États-Unis, eh bien, il tente de traverser. Il n'a pas besoin du consulat, il n'a pas besoin de tout, parce qu'il veut aller aux États-Unis. Ce sont les autres américaines qui, pour l'entendre, si un juge doit l'entendre, il faut d'abord appeler le consulat. Mais s'il demande l'asile, eh bien, on ne peut pas appeler le consulat. C'est ça, c'est ce que dit le droit international. Avant de terminer, vous pensez quoi du tollé provoqué par ce qui se passe à la frontière? Bon, et en fait, encore au regard du droit international, c'est là, c'est-à-dire qu'il y a, donc je pense que le droit international énumère les normes qui doivent être appliquées. Le problème, c'est que la politique migratoire des États se fait à double vitesse. D'ailleurs, toute politique migratoire des grandes puissances a deux aspects. Elle a un aspect d'opportunité. C'est la migration sélective. On choisit les migrants qu'on veut. Le deuxième aspect, c'est que la migration comme menace. C'est-à-dire qu'on fait le contrôle des frontières, on n'évite pas que des étrangers entrent. Parce que la migration, c'est très important, mais en jeu un ensemble de questions. La question d'identité, la question de l'emploi, la question de la natalité, la question de la politique humanitaire, la question sociale, la question culturelle, la question géopolitique. C'est une question très complexe. La migration, c'est pourquoi on devrait créer des espaces d'études sur la migration. La migration met en branle un ensemble de problématiques. Donc, et ce n'est pas seulement au niveau du droit international, mais c'est au niveau interne des États. C'est un plaisir de vous avoir entendu, professeur. J'espère que les étudiants qui nous ont suivis ont pris note ou encore ont profité de votre passage à la rubrique Le Point de ce matin. Merci infiniment. Merci beaucoup, Métropole, et à tout le staff. Voilà, le professeur Glaudel Mésilas qui était avec nous ce matin. On va observer la pause et au retour, on aura avec nous d'autres invités que vous allez très certainement apprécier également. Merci de l'intérêt, merci de l'attention et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir, je dirais dans un premier temps, ma collaboratrice, Anedi Azael Doura, et qui se fait accompagner des finalistes du grand concours Miss World. Et puis, nous avons aussi Madame Carmel Kokma, qui est designer en cordonnerie et maroquinerie. Et elle est à ma gauche. C'est avec plaisir qu'on l'accueille aussi. Et comme des fleurs pour le décor, eh bien, je suis entouré de belles demoiselles, et de jolies demoiselles qui sont avec nous. On a 4 maintenant. Il y a un deuxième groupe qui va encore passer dans un instant. Mais d'abord, Anedi, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de l'émission Le Point. Et la finale, ce sera quand? Alors, la finale de Miss Monde Haïti est prévue pour le samedi 2 octobre, mais nous avons plein d'activités en cours. Donc, ce dimanche, je vous invite à Beauty Expo, ce dimanche 26 septembre, à La Réserve. Beauty Expo est composé de défilés de mode, d'ateliers comme l'estime de soi, la confiance en soi, le yoga. On aura aussi des sessions de soins de la peau et aussi du maquillage. Et nous aurons également des exposants, dont Collection 1804 qui est présente avec nous aujourd'hui. C'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi Madame Kokma est avec nous sur le plateau? Pourquoi? Alors, elle est Collection 1804 qui est la marque officielle, sponsor officiel de chaussures des finalistes de Miss Monde Haïti cette année. Elle sera non seulement exposante, mais vous aurez la chance de voir ses œuvres à travers un défilé de mode. Bonjour Madame, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de l'émission Le Point. Nous parlons de chaussures, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Chaussures uniquement pour les femmes ou bien pour les hommes aussi? Pour les hommes surtout et les enfants aussi. Les hommes surtout? Oui, les enfants et les femmes.
Quel genre de chaussures? Chaussures en cuir fait à la main et surtout sur mesure. Elles sont jolies, ces chaussures? Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Et confortables. Ah ouais? Surtout confortables. Bon, je vais voir avant la fin de l'émission si je peux au moins exhiber quelque chose. Si je peux montrer au public une paire de chaussures de collection 1804. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Je parle de mes chaussures, à moi. Vous avez à nous dire. Très bien. Alors, pour les filles qui sont là, et on dira quoi, Anedi? Alors, elles sont un nombre de 8 finalistes, elles sont belles, elles sont intelligentes, elles ont quelque chose à dire et elles se font valoir dans leur communauté, dans notre communauté. Et elles sont toutes impliquées dans des activités sociales, dans des œuvres humanitaires. La plupart d'entre elles sont déjà impliquées, même avant le concours. Il y en a celles qui ont même leur propre fondation. Donc, elles sont superbes, intelligentes et je suis super fière d'elles. Eh bien, on va voir si on peut si le public va pouvoir les entendre. Juste une petite présentation. Très bien. Bonjour. Bonjour, Monsieur Mendel. Bonjour à tous les téléspectateurs de Radio Télémétropole. Je suis Samantha César, âgée de 23 ans, diplômée en communication et étudiante en sciences administratives. Entrepreneur également, je vends du papier codé sur commande à l'idée de financer l'une de mes projets pour sortir une marque de parfum. Merci. Samantha César. Donc il n'y a pas de pâté, vous n'avez pas pensé à apporter... Ce matin, il n'y a pas de dégustation. Pas de dégustation. D'accord, merci. Et mademoiselle? Bonjour Monsieur Mendel, bonjour Madame Aneti, bonjour Madame... Bah, mon petit parler plus fort, Je suis le jeune Richardine, âgée de 23 ans, étudiante en sciences juridiques et en communication sociale. Richardine Louis-Jeune. Ensuite? Bonjour Monsieur Mendel, bonjour Madame Aneti, bonjour tout le monde. On me nomme Minouche Pierre-Louis, âgée de 27 ans. Je suis licenciée en finance et commerce international, animatrice et présentatrice et je fais partie d'une organisation dénommée AJDA, Association des jeunes entrepreneurs pour le développement et l'alimentation. Merci. Merci Minouche Pierre-Louis. Bravo, mademoiselle. Bonjour à tous, mon nom c'est Fabienne Dissier-Auguste, j'ai 20 ans. J'ai l'habitude d'être très active dans les affaires sociales. Je travaille avec une fondation qui est Deka Foundation. On aide les femmes et les enfants qui sont en difficulté. Je suis aussi danseuse à Haïti Chakados. Et aussi, j'apprends le editing et la photographie. Je suis une personne super créative. J'ai mon business qui est Venus Art parce que je fais des boîtes artisanales. Donc voilà, tout ça, c'est moi. Fabienne Auguste. Voilà, donc j'aurais pu laisser mon travail à Anedi, qui pourrait mieux présenter les filles. On a besoin de toi, Wendel. Pour les avoir côtoyées chaque jour. En tout cas, et une réponse tout à fait brève. S'il vous plaît, mesdames, nous changeons de nom carrément. Papa n'est pas content s'il était vivant. Je m'appelle Wendel, ok? Et on y va. Et rapidement, une petite réponse tout courte. Qui pigoure vous gagnez? C'est une monde qui met main dans le changement Haïti. Très bien, merci. Wow. Et vous-même, mademoiselle? Ambassadrice de mon pays. Ambassadrice. Participer dans le développement pays sur le plan culturel, social et économique. Wow. Représenter Haïti à l'échelle internationale et faire parler à notre culture et protéger l'environnement et donner l'exemple. Pas qu'il y en a nous là qui pensaient prendre Canter ou bien aller Chili. Non. Personne. Surtout pas dans ces moments. Pas dans ces moments. Très bien. Alors, une question encore pour madame. Et, les chaussures confectionnées par... comment ça s'appelle encore la Collection 1804. Collection 1804 sont disponibles en Haïti ou ça? Les chaussures sont disponibles en Haïti et en ligne également. En ligne également. Votre clientèle, c'est haïtien ou étranger? Premièrement, des cadres haïtiens, et les enfants, les élèves, et surtout au niveau de la Caraïbe.
au niveau de la Caraïbe. Et je dois aussi accentuer, c'est pas seulement pour les chaussures, mais elle fait des ceintures, elle fait des sacs à main, elle fait un peu de tout. Vous n'avez qu'à aller sur le site web www.collection1804.com. Est-ce que les filles portent, toutes les filles qui sont là avec moi, les finalistes, est-ce qu'elles portent ces chaussures? Tout le monde en collection 1804. Malheureusement, je ne peux pas demander de lever pied. Ce serait malvenu. En tout cas, on pourra jeter un œil, on pourra regarder après. Vous l'avez oublié, mais vous aussi, vous portez collection 1804. Eh bien d'accord, on va voir ça. On va exhiber ça. Et tout à l'heure. Et juste avant d'introduire le deuxième groupe, Anedi, ça va se passer comment cette année, de façon spéciale? Comment ça va se passer pour la finale? Donc, pour la finale, c'est toujours une chose spectaculaire. C'est quelque chose à voir, à vivre en personne. Donc, on vous invite tous le samedi 2 octobre, la réserve à partir de 6 heures à travers un cocktail qu'on aura avant de débuter le show. Et également, venez les supporter ce dimanche 26 septembre à Beauty Expo. Nous aurons plein d'activités. Les filles vont défiler. Et si vous achetez le billet de Beauty Expo et pour la finale ensemble, vous aurez une réduction. Donc, pour Beauty Expo, c'est au frais de $15 ou 1500 good. Et pour la finale, c'est $40 ou 4000 good. Mais quand vous achetez en combo, vous aurez $5 de réduction. Donc, on vous invite tous, venez les supporter, les encadrer. Ce dimanche, vous allez vous amuser. Il y a aussi des activités pour les enfants. Donc, venez en famille, venez en foule. Merci Anedi. On observe la pause, le temps d'accueillir le deuxième groupe de finalistes. Et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Juste le temps d'accueillir un deuxième groupe de finalistes. Je dis donc au public, bienvenue à la troisième partie de la rubrique de ce matin. Anedi Yazael Doura est à ma droite. Madame Carmel Kokmar de la collection 1804 est à ma gauche. Et les nouvelles finalistes ont eu le temps de me rejoindre. Et on va procéder de la même manière. Elles vont être très brèves, je dirais. Alors, elles commencent par une petite présentation. Très bien. Esther Michel. Bonjour, je m'appelle Esther Michel, une des finalistes de Miss World Haïti 2021. J'ai 20 ans et la cause que je défends, c'est... Je suis contre les violences envers les femmes. C'est une cause qui me tient à cœur et je suis très contente d'être parmi les finalistes officiels de ce concours. Très bien, merci. Le nom encore c'est? Esther Michel. Esther Michel. On passe à la deuxième. Mademoiselle. Christelle Duverso. Christelle. Bonjour tout le monde, je suis Christelle Duverso. Âgée de 20 ans, ma cause pour cette année, c'est les handicapés. Moi, je suis victime de discrimination par rapport avec les années précédentes. Je veux être un flambeau pour les jeunes, pour toutes les personnes atteintes d'un handicap, soit physique ou psychique ou mental aussi. Donc, je défends cette cause et je veux, après la compétition, que je continue avec mon projet pour aider les jeunes handicapés dans les centres ou bien dans les orphelinats. Merci, Miss. Elle dit merci, mademoiselle. Merci, Miss. Miss Christelle, merci et bonne chance. Merci. À ma gauche maintenant, je commence avec mademoiselle. Erlane Berger. Oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Erlane Berger, j'ai 24 ans, je suis diplômée en communication et j'investis également dans une entreprise, je suis également femme d'affaires. J'ai une entreprise Cassandra Cosmétique en ligne. Je suis là pour défendre les enfants démunis, les orphelins, et que je pense que le problème de ce pays soit réglé depuis à la base. C'est pour cela que je suis à Miss World, parce que Miss World m'a donné cette opportunité de défendre les enfants démunis. Merci. Merci, mademoiselle. Et je passe à la toute dernière, Miss World Haiti. Muldina Clergé. Bonjour chers téléspectateurs, ici Muldina Clergé, âgée de 25 ans. J'ai une licence en communication sociale marketing, un diplôme en Community Manager et un certificat en cuisine diététicienne.
Ma participation à Miss World cette année repose sur 3 causes. C'est l'identité féminine, l'équité de genre et l'égalité des chances. Je pense que comme moi, toute jeune fille dans cette société a le droit de s'implémenter, a le droit de trouver sa place dans la société, a le droit à l'éducation, a le droit à l'alimentation et surtout a le droit à l'instruction. Donc, ma participation à Miss World avec toutes les filles cette année, j'espère pouvoir apprendre beaucoup de choses d'elles et surtout à nous la couronne. Merci beaucoup. Alors, vous applaudissez, les filles. Une dernière question, je l'ai fait avec les premières. On rêve, on bagaille, parmi tout ça, on dit là, on rêve quand on aime concrétiser dans la vie, si oui, c'est que ça lié. Rêve moi d'abord c'est essayer dans une position pour moi rendre femme qui subit violence justice, parce qu'on peut voir en Haïti il y a des femmes qui ont des pouvoirs qui sont dans la position d'obtenir la justice, mais quand même après la violence conjugale, après quelle que soit la violence sur quelle que soit la forme qu'elles ont subie, elles n'ont jamais arrivé à être abouties, la justice n'est jamais rendue et c'est quelque chose dont je suis contre. Je me bats contre l'injustice envers les femmes. Donc c'est ça mon rêve, être dans la position de leur justice. Merci beaucoup. Maintenant, mademoiselle, rêve fort, c'est... Rêve femme, c'est continuer avec projet qui c'est rendre handicapés aux jeunes place dans la société nous, parce que en Haïti, il y a souvent marginalisé mon ça et moi je veux que tout côté me passer en Haïti quoi à l'étranger, que moi mission pas pour continuer pour chaque handicapé aux jeunes monde qui encadré et yo joindre support que ont besoin pour accomplir rêve fa tout. Très bien, mademoiselle. Ton rêve? Rêve femme, c'est pour... Ou bien plusieurs déjà. Oui. Qui vraiment gagne à cœur. Oui. Yep. Rêve femme, c'est pour nous une grande femme d'affaires. Pour moi. Moi ça, ça dit à moi. On semble avec une grande femme d'affaires. Oui, alors on y va. Pour moi, c'est une grande femme d'affaires. Pour moi, c'est un grand entrepreneur qui est très reconnu. Et pour moi, aider les gens qui sont dans la rue, qui pas de parents pour leur jeune éducation, comme entreprise, moi commencer à investir dans l'éducation de ces gens. Moi commencer avec 5 toujours que je prends engagement pour me payer pour eux, pour m'investir plus, pour motiver les jeunes filles que en Haïti, pas de désespoir seulement, mais soit chercher ou jeune qui cherche. Merci, mademoiselle Erland. Et rêve pour tout, c'est... Si je parle de rêve, je ne vais pas dire un seul. Mais je vais me centrer sur une qui peut aller après la participation dans le cadre de compétition. Moi, compter écrit un ouvrage pour aider les jeunes filles, surtout dans le milieu défavorisé, dans la communauté, dans le quartier, surtout, qui m'a des instances, qui m'a des supports, qui m'a des backups pour eux-mêmes, pour être capable de joindre un monde, une image, un modèle. Comme exemple pour demain si Dieu veut, pour eux croire dans l'éducation, pour eux croire dans l'instruction, pour eux apprendre à chercher place dans la société, pour eux surtout venir des femmes de demain, venir des ministres à la condition féminine, venir des ministres de défense, venir des ministres à l'agriculture et tant d'autres. Merci. Merci. Alors, au compte ça fait me sourire. Pour mesdames ministre à la condition féminine. Pour que ce n'est pas un garçon qui est ministre à la condition féminine. Ça s'est passé une fois. Bon, merci beaucoup. Et mesdames, nous allons voir pour vous encore, non? Bien, tout à fait. Je méritais. Alors, à toi, si je pose la question, ton rêve. Alors, votre rêve, Madame Kokma, chaque tiers, c'est pour ton soulier. Collection du 50. Surtout nos artistes dans la vidéo, dans la performance, nous penser à mettre production locale en valeur. Pourquoi ça dit ces cadres ciblés? Non, artistes, oui. Ah, c'est artistes. Nos artistes. Non, parce que nous sommes tout à l'heure, on dit que vous souhaitez. Pour témoigner qui clientèle, moi. Qui clientèle aussi. Oui, c'est surtout Cadio qui. Parce que nos produits sont premièrement luxueux. Oui. Ce sont des produits luxueux. Donc, il faut travailler pour capable. Non, mais nous avons pour toute poche. Nous avons des sandales à 1000 gouttes. Nous avons des sandales à 1000 gouttes. Solide aussi. Solide aussi, yes. Oui, c'est le premier travail que apprenti nous fait.
oublié dit ça, c'est surtout des femmes qui travaillent dans la collection 1804. Discrimination. Non, c'est pas discrimination. Surtout, il y a des hommes aussi. C'est surtout des femmes. Là, on va dire discrimination positive. Non, il y a des hommes aussi. Ok. Mais on a plus de monde qui travaille avec vous? Alors, un an de cela, nous avons 25, mais actuellement, nous avons 15. Nous avons 15. Et nous avons pompé souliers, bon bagage. Oui, bon bagage. Souliers, ceinture, handmade in Haiti. Handmade, ok. Eh bien, nous allons finir avec ça. Qui espoir pour Anissa? Bon, beaucoup d'espoir. Les filles sont superbes. La décision sera difficile. Donc, bonne chance aux membres du jury qui auront une tâche lourde. Et moi, je pense que celle qui sera couronnée la Miss Monde Haïti 2021 va nous représenter avec fierté. Donc, espoir, moi, c'est que tout Haïtien nous joigne tête nous dans mission. Pas seulement celle qui sera élue, mais dans toutes 8 finalistes. Et moi, je souhaite tout que l'année prochaine, un pile l'autre jeune fille a pris chance pour rentrer dans le concours. Et pas seulement Miss Monde Haïti, mais soyez un modèle pour votre communauté, pour notre pays, parce qu'on en a tant besoin. Et je salue tout partenaire nous, tout associé nous, tout membre staff Miss Monde Haïti en naissance. Ma première, c'est surtout J'Image Haïti qui a fait un travail extraordinaire pour capter l'image. Je demande tout le public là, tout le monde qui a écouté nous aujourd'hui, à suivre nous sur page Miss World _Haïti sur Facebook avec Instagram pour nous capables de voir l'image ou ça que nous déjà accompli. Et surtout, poser pied partout dans la compétition. Si on monte à mériter en contact avec nous, nous sommes capables de contacter Miss Monde Haïti dans 39 09 20 40. Je reprends le numéro qui est disponible aussi sur WhatsApp. 39 09 20 40. Je vous attends tous ce dimanche 26 septembre, Beauty Expo à La Réserve et le prochain rendez-vous pour la grande finale le 2 octobre, La Réserve. On n'a pas parlé de mesures, distanciation. Bon, toujours portez vos masques parce que nous connaissons que COVID-19 là présent toujours. Donc, on aura aussi des hand sanitizers. Je ne sais pas comment vous allez gérer tout ça, mais il y a des hommes qui vont faire le déplacement rien que pour voir les filles. Et si elles portent des masques, donc ce ne sera pas nécessaire. Non, on aura un espace spécifique pour Miss Monde Haïti. Les filles se représentent, elles vont faire un tour, elles vont saluer le public. Donc, vous aurez la chance de prendre des photos avec elles, bien sûr en mettant un peu de hand sanitizer, mais quand même, elles sont présentes, elles sont belles. Et d'ailleurs, pour Miss Monde Haïti, cette année, c'est obligatoire de prendre le vaccin. Donc, la protection avant tout. Merci. Et si on est intéressé par collection 1804, il y a un numéro de téléphone? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un numéro. Comment vous rejoindra ou bien vous joindra? Ok, le numéro c'est 509 44 52 22 22. Je répète, 509 44 52 22 22. Et vous pouvez aussi visiter nos sites. Alors, notre site, c'est collection1804.com. Merci beaucoup, Madame Carmel Kokmar. Merci à Neddy. Merci également, je dis merci aux filles. Merci à tout le monde. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de la rubrique Le Point de ce vendredi. Merci à chacun de vous de nous avoir accueillis. Passez une excellente journée et surtout un très bon week-end avec Métropole. Et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.